Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. La présidentielle 2022 approche, de nombreux candidats se sont déjà déclarés et dans un esprit de pluralisme, nous nous intéressons aux candidatures que vous ne verrez pas, ou peu, encore pour le moment, dans les grands médias. Pour rappel, le Pluraliste est un média associatif qui vit grâce à vos dons. Alors si vos contenus et notre ambition vous plaisent, votre soutien est le bienvenu, que ce soit sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. Nous recevons aujourd'hui Clara Egger, potentielle candidate donc à la présidentielle 2022, pour évoquer son programme avec le mouvement Espoirique 2022. Bonsoir Clara Egger. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accorder ce moment d'interview. Alors vous vous présentez donc avec le mouvement Espoirique 2022. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce mouvement? Comment est-ce qu'il s'est créé à l'origine? Bien sûr, alors Espoirique, donc le sigle, je vais le décliner puisqu'il a un sens. Il s'appelle Ensemble pour la souveraineté populaire par l'initiative référendaire. On a été très créatifs sur ce coup-là. Et c'est un mouvement qui date maintenant d'il y a un peu plus d'un an et qui s'est créé en fait un peu par une initiative de mouvements qui militaient autour du référendum d'initiative citoyenne. Donc le référendum d'initiative citoyenne, c'est l'idée de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen d'écrire la loi, d'écrire des projets de loi de tout type et de voter la loi sans qu'à aucun moment les représentants ne soient consultés. Donc, un certain nombre de groupes nous a contactés. À l'époque, il y avait, je vais les citer puisque peut-être pour vos auditeurs et le public, c'est intéressant de voir aussi qui était à l'origine des initiatives. On avait des personnes d'article 3, une personne active en Suisse sur une chaîne qui s'appelle Démocratie d'abord, qui milite pour la préservation de la démocratie directe en Suisse et et son introduction en France. Et puis on avait des personnes qui avaient été à l'origine de ce qu'on a pu appeler l'opération Article 3. Alors tout ça, c'est des collectifs qui ont tous en commun de militer sur cette question du RIC et de son introduction en France. Donc c'est né un peu comme ça. À l'époque, on était deux à être contactés, donc moi-même et mon co-auteur qui s'appelle Raoul Maniberton, qui est en fait celui avec qui j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Le RIC expliqué à tous. Et à l'époque, nous deux, on faisait partie d'un mouvement qui s'appelait le Mouvement pour le Dauphiné démocratique et qui défendait l'idée de rendre le pouvoir politique aux communes, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir qui s'exerce, le maximum de pouvoir qui s'exerce auprès de la commune, et la démocratie directe. Donc à l'époque, on nous a contactés et on a discuté du projet, on s'est mis d'accord sur un projet dont on va discuter, donc je le présente pas sur cette présidentielle, mais on avait en commun l'idée de dire, voilà, aujourd'hui en France, on a peu de droits politiques, mais on a celui de se présenter à l'élection et malheureusement, l'élection présidentielle, c'est aussi le moment où on parle beaucoup de politique en France. Donc, on s'était dit, voilà, il faut saisir cette séquence électorale pour parler de démocratie directe et parler de ce que pourrait être un pouvoir citoyen en France. Et puis après, on a procédé en fait à une forme d'élection sans candidat, même si on était un petit groupe. C'est-à-dire que mon nom a été suggéré alors que Raoul était plutôt vu comme l'arbitre de cette campagne, le chef d'orchestre. Au début, j'ai été assez réticente et puis finalement, en y repensant, j'ai accepté de relever ce défi. Je suis désolée, je suis en Ardèche, donc il y a des bruits de fond campagnards. À titre personnel, c'est également des sujets sur lesquels vous travaillez, c'est ça? Exactement, oui. Voilà, donc moi, je sais pas s'il faut dire dans le civil, mais en tout cas, mon métier, c'est d'être professeur à l'université. J'enseigne aux Pays-Bas, au nord des Pays-Bas, dans une ville qui s'appelle Groningen. Et moi, alors mes sujets d'intérêt privilégiés, c'est vraiment la question de la démocratisation de la politique étrangère et du rôle des citoyens sur un sujet qui est parfois perçu comme vraiment quelque chose qui ne relève pas du pouvoir citoyen, qui est la politique étrangère. Moi, je me suis intéressée au rôle des mouvements sociaux et au vote citoyen sur des questions de politique étrangère. Et là, plus récemment,
j'ai beaucoup travaillé sur les politiques de lutte contre le Covid et la restriction des droits qui ont été mises en œuvre dans 32 pays européens. Donc, c'est une étude comparative. Et puis, mon intérêt, on va dire, pour la démocratie directe, en fait, ces histoires-là, les histoires, je pense, d'engagement politique et de militance sont rarement des histoires individuelles. Moi, en fait, elle s'est tissée dans ma rencontre avec Raoul Maniberton, qui, lui, travaillait déjà sur ces sujets. On a vécu 2 ans en Suisse, à Genève. Et c'est là vraiment que j'ai expérimenté l'ampleur de l'outil du référendum d'initiative citoyenne sur tous les champs, en fait, de la vie sociale, de la vie associative et de la vie politique dans un pays comme la Suisse qui le pratique depuis 200 ans même. Alors, des types de référendums d'initiative citoyenne, il en existe plusieurs. Vous vous concentrez particulièrement sur le RIC constituant, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Alors nous, on se concentre dans notre projet d'Espoiric. L'idée du programme, elle est vraiment axée sur une mesure phare, une mesure unique, qui est l'instauration du référendum d'initiative citoyenne constituant, on dit aussi en matière constitutionnelle. L'idée là, c'est comme je le disais, l'idée du RIC, c'est de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen d'écrire la loi. Et là, il s'agit de la loi constitutionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions qui sont considérées comme les plus fondamentales dans notre pays. La Constitution, c'est vraiment le texte qui est tout au-dessus de ce qu'on appelle la pyramide des normes, c'est-à-dire c'est vraiment l'ensemble de dispositions, de règles qui protègent notamment nos droits, mais qui organisent la vie politique. Donc on s'est ciblé sur ce RIC-là pour une raison très simple, c'est que en fait en ouvrant, on voit vraiment cet outil du RIC constituant comme une clé qui permet de changer de système politique. Aujourd'hui, en France, ce dont on fait l'expérience quotidiennement, c'est on vit dans un système politique où les citoyens ont très peu de pouvoir et très peu d'influence sur la vie politique. J'aime bien citer ce chiffre, en fait, puisqu'on parle présidentiel. Au cours d'une vie, on va dire si on prend l'espérance de vie à la naissance moyenne, au cours d'une vie, on vote 12 fois pour la présidence. C'est bien peu, en fait, quand on pense à l'importance que ça a sur voilà notre avenir collectif et notre quotidien. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment trouver la mesure qui permet d'amorcer, si vous voulez, un changement qui soit fondamental. C'est pour ça qu'on a choisi le RIC constituant, puisque c'est le RIC qui touchera, les citoyens auront la main sur tous les sujets qui leur paraissent fondamentaux. Et ils pourront inscrire dans la Constitution tous les enjeux qui, pour eux, paraissent absolument fondamentaux, et méritent une protection constitutionnelle. Il y a d'autres types de RIC, je ne sais pas si on veut en parler plus en détail. Un autre enjeu un peu, je dirais, je ne sais pas si le mot approprié, c'est stratégique. L'idée de se cibler sur le RIC constituant, c'est vraiment pour nous, avec Espoiric, l'idée c'est d'amorcer cette transition démocratique, ce changement de système politique, mais ensuite de quand même laisser les citoyens, dans leur ensemble, décider des règles qu'ils souhaitent avoir pour d'autres types de référendums d'initiative citoyenne, c'est-à-dire des référendums qui pourraient porter sur la loi ordinaire, c'est ce qu'on parle quand on parle du RIC législatif, c'est ça, ou pourquoi pas des référendums qui permettent d'abroger des lois, de suspendre des lois. On a beaucoup parlé du RIC avec le mouvement des Gilets jaunes. À l'origine, c'était un mouvement qui s'est constitué sur l'opposition à une taxe, voilà, avec un référendum d'initiative citoyenne suspensif qui se pratique dans un grand nombre de pays, que ce soit la Suisse, l'Italie aussi le pratique. Bientôt, les Pays-Bas vont renouer avec cette pratique. Donc là, c'est l'idée de pouvoir suspendre un texte de loi. Et puis, on a aussi le RIC qu'on appelle révocatoire. C'est l'idée de pouvoir convoquer de nouvelles élections ou révoquer un élu qui ne ferait pas son travail ou serait perçu comme illégitime. Comment est-ce que vous expliquez que cette envie d'avoir un référendum d'initiative citoyenne et donc la volonté pour les citoyens d'être vraiment actifs dans la vie politique arrive maintenant et pas il y a 10 ans et pas dans 10 ans? Ça, c'est une très bonne question. En fait, vous savez, quand on étudie les mouvements sociaux et les mouvements sociaux qui se ciblent sur des demandes institutionnelles, en général, il y a une lame de fond
qui se dessine, donc une tendance de soutien à une mesure, et puis après il y a un déclencheur. En réalité, la popularité du référendum d'initiative citoyenne, elle date de bien avant 2022 et avant le mouvement des Gilets jaunes. Les premiers sondages qui sont menés sur plusieurs pays européens, des sondages de sciences politiques pour savoir quels sont les types de demandes en termes d'innovation démocratique. Les premiers sont menés en 2010 et on est déjà sur des soutiens très très hauts, à plus de 70%. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une série de groupes qui ont œuvré un peu dans l'ombre pour promouvoir cette mesure, une série de personnalités également. Et puis là, ça a été une surprise aussi pour moi qui étudie ces enjeux, de voir le mouvement des Gilets jaunes se cibler sur une demande institutionnelle de ce type. C'était un peu une surprise. Je pense que ça arrive aussi maintenant parce que ce qu'on vit actuellement, si vous voulez, c'est la fin d'un système politique qui est arrivé au bout de sa logique. C'est-à-dire que depuis, alors particulièrement, ça s'est fait de façon très marquée depuis 2002, ce qui est très particulier au régime français, c'est qu'en France, on peut exercer tout le pouvoir avec très très peu de soutien populaire et électoral. Je vous prends un exemple, la majorité de La République En Marche à l'Assemblée, c'est 26% du corps électoral. Par des jeux d'abstention, en fait, on a un système électoral qui fait qu'on peut arriver au pouvoir avec très très peu de soutien. Donc ça, c'est l'effet d'une série de mesures qui a fait que petit à petit, on s'est retrouvé dans un système politique en France où une petite élite, un petit groupe de personnes exerce un grand nombre de pouvoirs et dans les faits, les citoyens sont exclus de ces décisions, d'un grand nombre de décisions au quotidien. Moi, j'aime bien comparer, je pense que ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment une vague de lutte pour des droits politiques tels qu'on les a connus quand il s'est agi, par exemple, d'avoir le suffrage masculin en 1848. C'était quelque chose qui était européen. Et il y avait cette vague-là, cette lame de fond des personnes qui étaient aussi plus éduquées, qui étaient plus en demande d'exercer une influence. Là, c'est ce qu'on vit aussi aujourd'hui. On revit une grande étape d'avancée sur les droits politiques, qui n'est d'ailleurs pas du tout propre à la France, qui est le fait de plusieurs démocraties. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est super intéressant dans la période qu'on vit actuellement. C'est que des démocraties qui étaient des démocraties établies depuis longtemps vivent des mouvements de démocratisation. Ça a été le cas dans un pays comme Taïwan, qui a aussi obtenu le RIC législatif, comme le Chili, comme le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, la France n'est pas seule dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qui a changé pour que le système représentatif qu'on a à l'heure actuelle soit finalement remis en question comme ça par les citoyens ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une série de mesures, de petites mesures, et c'est pour ça que ça donne de l'espoir, parce que en fait, ça montre aussi qu'une petite mesure peut inverser la donne. Ce qui s'est passé, c'est il y a une série de décisions qui ont été prises et qui, au moment où elles ont été prises, on n'a pas perçu en fait l'ampleur du changement qu'elles allaient créer pour un système représentatif. Je pense une des mesures très importantes qui a véritablement changé la donne, c'était la loi sur le financement des partis politiques, qui a fait que petit à petit, en fait, les partis politiques pouvaient se financer sur leurs résultats électoraux, et même s'ils étaient très peu soutenus par les militants. Ce qui n'est pas le cas dans un pays comme l'Allemagne, par exemple. En Allemagne, le soutien qu'un parti politique va recevoir de l'État, le soutien financier, dépend du nombre de militants. Donc vous êtes obligé, en fait, de traiter bien vos militants. Ce choix qui a été fait en France a fait que petit à petit, en fait, les partis politiques se sont vidés de leurs militants, sont devenus des appareils pour des professionnels de la politique. On a perdu tout un contact avec le citoyen et ça a amorcé une logique où en fait on a aujourd'hui des partis politiques qui sont censés représenter les citoyens, qui en fait sont dans des logiques de carrière, qui sont complètement déconnectées du contrôle citoyen. D'autres mesures, je citais la question je pense qu'il y a aussi un peu creusé encore plus la remise en cause de la démocratie représentative. Ça a été la décision en 2002, non seulement d'aligner le mandat du président de la République, qui était alors de 7 ans, sur celui de l'Assemblée, donc c'est-à-dire 2 mandats de 5 ans,
Là, ça a été décidé par référendum, mais la question qu'on n'a pas posée aux Françaises et aux Français et qui est fondamentale, c'était quelle élection doit venir avant? Est-ce qu'il faut voter pour des parlementaires d'abord? Et donc, du coup, la première élection qui viendrait est toujours la plus importante, ou est-ce qu'il faut voter pour la présidence d'abord? On a choisi d'inverser le calendrier électoral, de mettre la présidentielle d'abord, et du coup, on a eu encore cet effet d'autoritarisme, c'est-à-dire de restriction du pouvoir sur une série de personnalités. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'en France, on a vraiment un cumul avec un président qui est d'une couleur politique et une assemblée qui est de la même couleur, et qui fait qu'il y a beaucoup moins de place pour l'expression de la diversité des opinions. Une des choses dont on parle aussi peu, qui s'est particulièrement creusée ces dernières années, c'est que la démocratie représentative, en fait, elle représente bien un type de personne très particulier. Et ce type de personnes, c'est des gens qui sont très éduqués, plutôt confortables socialement, bonne catégorie socio-professionnelle et très intéressés par la politique. Et il y a toute une partie de la population qui est complètement exclue de ce type de démocratie représentative, donc il y a un fossé qui se creuse. Et ce qui est paradoxal, ça n'a pas toujours été vrai. Enfin, il y a un moment où les mouvements ouvriers étaient vraiment très fédérés par le Parti communiste, par exemple, et ça posait pas forcément de problème d'être dans un système représentatif. Ouais, c'est vrai que ça c'était en fait le poids de ces partis-là, c'est un peu arrêté autour, on va dire, la rupture, vraiment, moi, je la vois autour des années 80-90. C'est là que commence à se creuser, on va dire, on n'a plus des mouvements qui sont des... C'est vrai que ce que vous dites, que le Parti communiste était un parti de militants. Mais par cette loi de financement des partis politiques, par la chute aussi du mur de Berlin, c'est créer des partis politiques qui aujourd'hui ne sont plus, c'est ce que je disais au début, sont plus des partis de militants en fait, qui fédèrent plus, qui sont des partis de professionnels de la politique. Et ce qui est paradoxal, c'est que en plus le fait que nous en France on a un système majoritaire à 2 tours fait en fait que c'est très très dur pour des partis. C'est ce que vous disiez en ouvrant l'émission. C'est très très dur pour des partis qui veulent rester citoyens d'accéder au second tour. On a ce filtrage en fait, ces barrières à l'entrée qui sont très difficiles pour des mouvements qui ne seraient pas des mouvements de professionnels de la politique. Est-ce qu'il y a, alors là on s'est focalisé sur la France, est-ce qu'il y a des pays qui vous inspirent particulièrement sur la mise en place du RIC? Ou est-ce que ce que proposerait la France là dans ce cadre-là serait vraiment inédit? Non, alors c'est pas du tout inédit. Le RIC constitutionnel se pratique dans 11 pays dans le monde. Donc on a quand même, alors vous pouvez me dire mais c'est une minorité de pays. On a des nouveaux venus et puis des anciens. Alors les pays qui le pratiquent depuis longtemps, il y a la Suisse, il y a l'Uruguay dont on parle d'ailleurs assez peu. Et puis plus récemment, on a un pays comme le Liechtenstein qui depuis 1921 pratique le RIC constitutionnel. Le Kenya aussi a des dispositions sur le RIC constitutionnel. Et puis une série d'îles comme la Micronésie, les îles Palau, qui le pratiquent aussi à peu près depuis les années, on va dire, début du XXe siècle. Donc c'est un dispositif qui existe dans plusieurs pays et c'est ce qui explique qu'on connaît quand même assez bien les effets du RIC constituant, puisque on a des exemples de longue date, la Suisse qui le pratique régulièrement, depuis 200 ans, et puis des pays plus récents qui le pratiquent dans d'autres types de contextes. Donc on est capable, si vous voulez, c'est pas une mesure qui est risquée ou novatrice. Et ce qui est assez tragique, c'est qu'en fait, le RIC constituant appartenait à la première constitution post-révolutionnaire, celle de 1793, qui n'a jamais été appliquée. Et le dispositif de RIC constituant, donc l'idée que les citoyens puissent modifier la Constitution et voter la Constitution, ce dispositif-là a été créé par Condorcet. Et c'est sur cette base-là que les Suisses ont repris aussi cet exemple. Donc c'est pour dire que ça a aussi une histoire liée à l'histoire de notre pays. Et par un détour historique, on n'a pas appliqué cette Constitution-là.
La crise institutionnelle là qu'on connaît actuellement en France, elle est quand même assez profonde. Enfin, la défiance envers les partis politiques, elle est très forte. Le RIC constituant, c'est plutôt des changements au fil du temps finalement. Est-ce que c'est une mesure qui correspond bien finalement à l'envie des gens, alors que la tentation serait plutôt de renverser la table et de tout changer d'un coup? C'est toujours difficile. Alors, la question que vous me dites en me posant, est-ce que ça correspond à l'envie des gens? Moi, la seule réponse que je peux donner là-dessus, c'est que quand on demande aux gens est-ce qu'ils sont favorables à cette mesure, on a environ 3/4 de la population française qui dit être favorable à cette mesure. Après, bien sûr, il faut voir dans le détail. C'est un peu... cette mesure est si peu présente dans le débat politique que c'est difficile en fait de savoir si les personnes, c'est vraiment une mesure qui leur parle et qu'ils souhaitent. Quand on la présente, c'est très difficile en fait d'être contre le RIC constituant. Maintenant, je voulais expliquer pourquoi c'est important, à mon avis, d'adopter des petites mesures et des changements pas à pas. En fait, le RIC, il faut vraiment le concevoir comme un nouveau droit politique. Aujourd'hui, en France, on a le droit d'élire, on a le droit de manifester, on a le droit de former un parti politique, former une association. Le droit qu'on n'a pas individuellement, c'est celui de écrire la loi et voter la loi constitutionnelle. Aucun changement de faire table rase, en fait, l'idée, c'est vraiment ici d'avoir un nouveau droit politique qui est un droit permanent, c'est-à-dire, parce que quand j'entends faire table rase, j'entends aussi ce qu'un certain nombre d'ailleurs de candidats à la présidentielle se sont positionnés sur ces sujets, mais j'entends aussi par exemple la nécessité de faire une constituante et de remettre à plat les institutions. Le problème d'une constituante, c'est que les personnes, on a beau désigner ces personnes de la façon la plus représentative possible, en fait, pendant que ces personnes initient et réfléchissent sur des propositions constitutionnelles, l'ensemble des citoyens n'a pas ce droit-là. L'idée vraiment, c'est d'ouvrir ce droit politique et d'ouvrir la possibilité de discuter de chaque sujet à fond. Parce qu'aujourd'hui, en fait, particulièrement, alors souvent la question qui est posée, c'est sur la question de l'Europe. On me pose souvent la question de dire, est-ce que vous êtes favorable à un référendum Frexit ou non? En fait, selon moi, aujourd'hui, la construction européenne, elle est tellement... c'est une construction tellement de long terme et qui implique beaucoup de sujets qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup plus clair de traiter chacun de ces sujets individuellement que de les traiter en bloc. Après, avec un RIC constituant, rien n'empêche bien sûr à un citoyen de proposer une nouvelle constitution qui fasse table rase de tout. Il n'y a pas d'impossibilité technique. Mais je pense qu'il y a vraiment une volonté des citoyens d'avoir une influence qui s'inscrive dans la durée, qui soit pas un moment où on fait table rase et on reconstruit, mais qui soit un moment où, voilà, on a la possibilité en tout temps de changer la Constitution et d'initier et de voter des changements constitutionnels. Là, enfin, vous avez évoqué le fait qu'on avait énormément de droits. Il y a beaucoup de droits dont on ne se saisit pas, et on peut imaginer que le rapport de force ou la direction que notre société prendrait serait tout à fait différente si le vote se reportait sur d'autres partis politiques. Donc finalement, est-ce que le RIC est vraiment la solution dans le sens où si politiquement les citoyens à l'heure actuelle étaient déjà beaucoup plus investis, on peut imaginer que dans le paysage politique actuel, la situation serait déjà fort différente. La difficulté, c'est de se dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un citoyen s'investit en politique. La réponse que je donne à ça, c'est quand on est décisionnaire, on s'investit en politique. Je suis pas choquée aujourd'hui que des gens ne s'investissent pas, par exemple, dans la création d'un parti politique. Et alors, je le suis d'autant moins que maintenant, je me retrouve à le faire. C'est-à-dire, je vois toutes les barrières, toutes les difficultés. Ça prend une énergie et une expertise et une connaissance, une lecture des textes de loi qui est folle pour, en fin de compte, un impact qui est extrêmement limité. Quand on est un mouvement, la capacité de vraiment accéder au second tour et de voir sa proposition changer le système, elle est illusoire, elle est très faible. Le RIC répond à ça en disant, en fait, ce qu'il faut, c'est permettre aux gens de décider pour que
cette implication politique ait lieu. Et je dis pas ça en tenant ma boule de cristal et en vous disant ça va se passer comme ça, parce que ce qu'on observe, c'est que les pays qui disposent du RIC, et du RIC constituant particulièrement, sont aussi des pays où le tissu associatif est beaucoup plus fort et beaucoup plus actif, puisque quand vous devez rédiger une proposition sur un sujet, vous allez rejoindre une association, puisque c'est là, en fait, que se tisse l'expertise, les connaissances, vous allez aller chercher des soutiens dans cette association-là. Pensons, par exemple, à une proposition pour sortir du nucléaire. Bon, bah, vous allez aller voir tous les groupes en France qui sont actifs sur ces sujets et qui vont vous aider à rédiger cette proposition. C'est aussi des systèmes où les connaissances et les compétences politiques des citoyens sont beaucoup plus élevées. Pourquoi? Parce que quand on a à voter sur des propositions, eh bien, on s'informe, en fait. On le fait d'autant plus que on doit décider et qu'en plus, dans des systèmes où les citoyens décident, les politiques publiques et la décision politique est beaucoup plus transparente qu'elle ne l'est dans un pays comme la France. Je pense un des meilleurs exemples, c'est la gestion du Covid aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. En fait, comme on ne prend pas la décision, on ne sait pas bien ce qui se passe en Conseil de défense. On ne sait pas sur quelle base la stratégie de lutte contre la pandémie a été dessinée en France. Et elle paraît d'autant plus absurde qu'on a l'impression qu'elle change par à-coup dans un sens ou dans l'autre. Si on regarde un pays comme la Suisse, où les citoyens votent régulièrement, là, ont voté déjà une première fois sur la loi Covid, ils l'ont validée, vont voter sur la question du pass sanitaire et vont certainement revoter encore sur la loi Covid, l'information est plus transparente et les citoyens plus impliqués, en fait, puisqu'ils sont vraiment décisionnels. Mais pour autant, enfin, les taux de participation en Suisse sont de l'ordre de 40%. Enfin, on a, je dirais, enfin, la volonté ou l'habitude d'imaginer que participation directe équivaut à très forte mobilisation, alors que c'est pas le cas non plus. Non, mais par contre, je peux expliquer pourquoi c'est très différent d'une abstention dans un système représentatif comme la France. En fait, quand vous votez en Suisse, alors quand on cumule, on vote au niveau fédéral 4 fois par an, mais quand on ajoute, on va dire, des votes au niveau communal, on vote tous les mois sur un bouquet de mesures. En fait, la situation qu'il se produit, c'est que quand on a le RIC, se crée ce qu'on appelle un public par enjeu, c'est-à-dire les personnes qui ne votent pas ne sont pas des personnes qui sont pas, on va dire, intéressées par le sujet, mais ça peut être des personnes pour qui l'enjeu, en fait, ils font confiance à la majorité, aux autres pour décider. Je vous donne un exemple. Une des premiers exemples de RIC auxquels j'ai été confrontée en Suisse, c'était une mesure, la proposition était la suivante, la proposition visait à ouvrir les bureaux de tabac après 20h le dimanche à proximité des gares. C'est une mesure très précise, mais bon, qui parlait à mobiliser une série de citoyens. Typiquement, moi, j'aurais pas voté, parce que le oui ou le non gagne, j'ai très peu d'intérêt. Par contre, quand les décisions sont plus polarisantes, ou en tout cas engagent un plus grand nombre de citoyens, on a des taux de participation qui montent. Là où le taux de participation est un problème, c'est-à-dire quand on a un droit politique, on est libre de ne pas l'utiliser. Là où les taux de participation faibles posent un problème, c'est quand on est consulté une fois tous les 5 ans. C'est-à-dire quand on ne vote pas, vous perdez votre capacité d'influencer le système politique pour une très longue période. En Suisse, vous allez revoter dans un mois et on est plutôt sur de l'abstention de type je délègue à la majorité mon pouvoir de décision. Et ça, c'est le fait de tout système démocratique. En fait, il y aura toujours des personnes qui, sur une mesure, ne souhaitent pas participer ou ne se sentent pas assez informées pour le faire. C'est pas un problème puisque comme vous avez ce droit en permanence, vous pouvez même revenir sur la décision qui a été prise en proposant une nouvelle initiative après la votation. Comment est-ce qu'on pourrait assurer la cohérence de la Constitution avec une mesure de RIC constituant? Il n'y a pas un risque que d'une fois sur l'autre, des mesures soient contradictoires ou incompatibles? Alors, déjà, il faut toujours comparer à l'existant quand on parle de la démocratie directe, parce que c'est important de se dire, est-ce que notre Constitution aujourd'hui est incohérente? La réponse est oui. D'ailleurs, souvent, le Conseil constitutionnel se retrouve à devoir arbitrer entre des principes qui sont pas extrêmement clairs et on ne sait pas vraiment ce que le constituant à l'origine a voulu dire. Donc ça existe.
Là où, si vous voulez, l'absence de cohérence se produit pas, c'est que en général, le RIC constituant porte sur un sujet unique. C'est ce qu'on appelle l'unité de matière. C'est-à-dire, il porte sur un sujet qui est restreint. Et la décision va se faire, en fait, on a rarement des effets de balancier. C'est-à-dire, soit on avalise un nouveau droit, soit on change des dispositions. Mais on a quand même, c'est pas évident en fait de gagner un RIC constituant. Il faut le soutien de 700 000 personnes à la proposition et puis il faut convaincre dans les urnes. Donc en fait, aujourd'hui, si on définit la cohérence par le fait qu'il n'y a pas de contradiction, je pense que tout texte constitutionnel n'est pas à l'abri de ça. Il y aura toujours dans un texte constitutionnel des dispositions dont l'interprétation va peut-être être en petite incohérence. Et cette incohérence sera de toute façon résolue par les citoyens. La plupart des incohérences de notre Constitution, en fait, on ne les connaît pas parce que elles n'impactent pas fortement. On les découvre quand elles impactent, on va dire, fortement notre vie politique. Par contre, si la cohérence, on la définit par le fait de dire la Constitution rassemble tous les sujets qui paraissent fondamentaux aux citoyens, alors bien sûr, sous une démocratie directe, le texte est plus cohérent que dans une démocratie représentative où seuls les élus peuvent modifier la Constitution. Si on vient là de manière plus précise sur le fait que vous vous présentiez, que vous vouliez être présidente, comment est-ce que vous imaginez la dynamique qui pourrait vous permettre de gagner en notoriété ? Et est-ce que il faudrait que ce soit des grands mouvements sociaux ? Est-ce que tout se jouerait sur les réseaux sociaux ? Comment est-ce que vous vous y prenez d'ailleurs ? Bah là, nous, on fait le pari que de toute façon, quand on est un nouveau mouvement politique, ce qui fait qu'un mouvement politique, et en plus nouveau, fonctionne, c'est la force militante en fait. C'est l'énergie des gens qui vont se reconnaître dans ce projet. Donc nous, on est sur une vision très décentralisée, où en fait notre équipe, c'est une équipe de militants. Alors ce qui est sympa quand on étudie la science politique, c'est qu'on sait, on peut comparer aussi qu'est-ce qui fait qu'une campagne électorale marche ou pas. Aujourd'hui, Espoiric, on a environ une 60aine de personnes actives. Bon, en regardant ce qui a eu lieu par le passé et dans des partis qui se sont montés aussi nouveaux, il suffit de 200 personnes actives, vraiment très actives, capables de tisser des réseaux, etc., pour avoir une influence et potentiellement gagner une élection. Donc là, nous, on est parti sur une logique qui est une logique très décentralisée, très ouverte, où en fait, on a des groupes, puisque pour l'élection présidentielle, ce qu'il faut, en fait, avant toute chose, c'est le parrainage de maire. Donc nous, on a créé des groupes au niveau des communes, de militants, qui parlent du RIC constituant, qui le détaillent. Donc on voit plutôt une dynamique, on va dire, du bas vers le haut, ou peut-être parce qu'il se passe des choses dans certaines communes, des grands médias nationaux vont s'intéresser à ce sujet-là. Donc on est plutôt sur des médias alternatifs comme les vôtres, sur des débats réguliers en ligne où on répond aux questions des personnes sur notre projet, que sur une dynamique de dire tout de suite ce qu'on veut, c'est être visible dans la presse nationale, parce que ça, c'est illusoire, en fait. Si on tente ça pour un nouveau mouvement politique, ça n'arrive juste pas. Surtout au regard du nombre de candidats aujourd'hui qui est pressenti pour l'élection à venir. Alors, donc on a vu que votre proposition est unique. Avec cette proposition unique, comment est-ce que vous concevez le rôle de présidente ? Alors, justement, cette proposition unique, on parlera peut-être du calendrier, je le détaille pas ici. On n'a pas choisi la présidentielle par hasard. Parce qu'aujourd'hui, si on veut, donc en fait, notre proposition de RIC constituant, c'est une proposition de réforme constitutionnelle qui serait soumise à référendum. Et aujourd'hui, donc cette proposition est écrite, elle est sur notre site. C'est une réforme de l'article 89, qui est l'article qui présente comment la Constitution peut être révisée. Donc c'est celui où on a introduit l'initiative citoyenne et puis la votation de tous les changements constitutionnels. Aujourd'hui, il y a en fait plusieurs voies pour le faire, mais la plus crédible et la plus potentiellement couronnée de succès, c'est vraiment la présidentielle, puisqu'aujourd'hui, le président peut convoquer des référendums sur des sujets constitutionnels.
Donc, si on gagne la présidentielle, on peut changer la Constitution, alors que si on passe par les législatives, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut les 3/5 du Congrès et le Sénat est déjà désigné. Le Sénat n'est pas une institution progressiste en France, ne l'a jamais été, et bloquerait une proposition de cette ampleur. Donc, on a choisi la présidentielle vraiment parce que c'est là où on porte vraiment, on a des chances d'aboutir si un président met en œuvre cette mesure. L'idée de choisir la présidentielle aussi, et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur à Espoiric, c'est l'idée alors il y a comme vous l'avez compris, le RIC constituant, c'est l'idée de pouvoir changer la Constitution, mais notre Constitution a aussi des aspects très positifs. Et un de ces aspects, c'est qu'elle a conçu une fonction présidentielle qui est une fonction d'arbitrage. C'est-à-dire, en réalité, on a l'impression que les pouvoirs du président sont énormes. En fait, ils sont très faibles. Les pouvoirs en propre, selon le texte constitutionnel du président, sont faibles. Donc, nous, on revient, en fait. On a lu la Constitution, on revient à l'esprit de la Constitution et on propose un projet qui entre dans les cases de ce qu'est le pouvoir du président aujourd'hui. C'est-à-dire, un président, c'est une fonction d'arbitrage, une fonction de vérifier que le législatif empiète pas sur l'exécutif empiète pas sur le législatif, le pouvoir judiciaire est dans son rôle, et l'outil privilégié pour ça, c'est vraiment le RIC constituant, puisque les citoyens seraient les arbitres ultimes. Donc nous, on est aussi, l'idée d'Espoiric, c'est de rappeler à l'ordre les autres candidats en disant, soyez honnêtes, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, vous présenter à la présidentielle avec un programme de gouvernement. Parce que si vous gagnez seulement la présidentielle, ce programme, vous ne pouvez pas le mettre en œuvre. Pour le mettre en œuvre, il faut que vous gagniez les législatives. Il faut donc que vous cumuliez le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais c'est ce qui se passe. Ça, c'est le problème. Enfin, c'est ce qui se passe aujourd'hui, vu que la législative est simplement 2 mois après la présidentielle. Tout à fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais ça se passe aussi parce qu'on a des candidats à la présidentielle qui acceptent de s'asseoir sur la Constitution, qui disent ça se fait, c'est ce que veulent les Français. Moi, quand je discute avec d'autres candidats sur ce point, la réponse qui m'est donnée, c'est ce que veulent les Français, en fait. Les Français ont besoin de grands projets de société. Nous, ce qu'on dit, c'est, en fait, comme rien n'a jamais été proposé aux Français de différent, c'est difficile de dire que c'est ce qu'ils veulent. Donc, voyons si un projet alternatif peut pas aussi mobilisé sur cette question. Mais enfin la Constitution, donc elle date de 1958, taillée sur mesure pour De Gaulle, lui se positionnait pas comme arbitre, on peut pas dire ça quand même. Lui, il avait une fonction d'arbitrage par le fait que il engageait souvent sa responsabilité dans des référendums. D'ailleurs, c'est une pratique qu'on a perdue post-mandat de Gaulle. Les présidents après ont eu un usage beaucoup plus faible du référendum. C'est-à-dire, lui descendait dans l'arène et quand il y avait un conflit, il disait voilà, je convoque le peuple et je lance un référendum. Le fait de dire, alors la question si votre question c'est de dire en fait même celui qui a écrit la Constitution ne l'a pas respectée, oui, mais c'est un problème. C'est-à-dire, si on est démocrate et on reconnaît que la Constitution a une valeur, alors il faut se dire que, voilà, il faut respecter le texte de la Constitution, surtout que la fonction d'arbitrage du président, c'est une fonction extrêmement importante. Avoir un arbitre au sein du système politique, c'est très, très important parce que c'est celui qui informe sur ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, si on avait un président arbitre, on saurait ce qui se passe en Conseil supérieur de défense, en Conseil des ministres, puisque le fait de faire siéger le président là, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est capable, qui n'est pas partie prenante, qui est capable de dire attention, là, je vois des tensions entre différents ministères, je vois une assemblée qui est mise sur la touche, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est terrible ce qui se passe sur la façon dont l'Assemblée nationale est complètement reléguée à un rôle de chambre d'enregistrement de décisions gouvernementales. Pourquoi ? Parce qu'on a un président qui n'est plus arbitre, mais il joue dans un camp. Et il joue dans le camp de la majorité qui est aussi celle qui tisse des gouvernements. Des situations où le président a été arbitre, on en a connu en fait. C'est des situations de cohabitation. Les situations de cohabitation, on avait un président qui ne pouvait pas faire ce qu'il aurait pu faire s'il avait une majorité, puisqu'il avait un gouvernement d'une couleur qui n'était pas sa couleur politique. Donc, il devait se cantonner à un rôle d'arbitrage, à un rôle aussi d'être en retrait
de la mêlée, on va dire, politique sur ce plan-là. Je suis un peu réticent à cette idée-là parce que autant donc en Allemagne et en Italie, enfin le président est élu au suffrage indirect, donc là cette fonction d'arbitre, enfin, elle paraît assez véridique, mais ce lien direct en France entre les citoyens et le président m'inciterait plutôt à penser qu'il y a justement la volonté de porter un homme qui a une vision et qui emmène tout le monde en fait. Eh ben, vous vous trompez. Non, parce qu'en fait, en Allemagne et en Italie, quand un président est élu de façon donc indirecte, en fait, il est plus tellement un arbitre parce que sa légitimité tient aussi au soutien qu'il a de partis politiques. Si on veut regarder des pays vraiment où le président est arbitre, il faut regarder ce qui se passe en Finlande, en Autriche, en Islande et en Irlande. Et ce sont des pays où le président est élu directement et joue ce rôle d'arbitre justement parce qu'il tire sa légitimité non d'un autre pouvoir, donc pas du Parlement, mais d'un pouvoir qui est, il a sa légitimité propre, qui est une légitimité citoyenne. C'est un problème. Le problème que vous décrivez, on le voit aujourd'hui parce qu'on a des présidents qui abusent de leur pouvoir, qui vont au-delà du mandat qui leur est confié. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a le suffrage universel et en plus on cumule le pouvoir exécutif, on a un gouvernement qui est de sa même couleur politique, c'est problématique parce que là, on n'a plus ce rôle d'arbitrage-là. Mais l'idée, le suffrage universel en tant que tel n'est pas du tout un frein à avoir une personnalité politique, justement, qui soit plus en retrait. Alors d'autant plus en plus si on a un rite constituant, c'est-à-dire si on a l'idée que les citoyens en tout temps peuvent reprendre la main sur les règles les plus fondamentales. C'est-à-dire, en tout temps, ils peuvent jouer ce rôle de rappeler à l'ordre leurs représentants et de rappeler à l'ordre quand il y a des dérives et de pouvoir vraiment intervenir directement dans l'écriture de la Constitution et dans sa validation. Par rapport au pouvoir du président, alors j'ai aussi parcouru la Constitution et donc, enfin, alors si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites en fait? Voilà, les 50 premiers jours, qu'est-ce qui se passerait? Ou les 100 premiers jours, qu'est-ce qui se passerait? Alors, ça c'est une bonne question. Alors souvent, on a pour principe dans Espoiry, comme on veut pas mentir et que nos chances d'être élus sont extrêmement minimes, on dit pas si j'étais élu, mais on dit un président portant notre projet pourrait. Donc je vais m'exprimer comme ça parce que je pense que c'est important. Okay, enfin, votre objectif c'est aussi bien de porter votre candidature que de faire imprimer l'idée chez les autres. Exactement, okay. Exactement. C'est vraiment l'idée d'avoir justement d'avoir un peu ce positionnement radicalement démocratique qui joue un peu un rôle de point de repère. C'est-à-dire quand les autres candidats parlent du RIC, de pousser à dire mais quel type de RIC vous voulez, comment vous allez le mettre en place, par quel calendrier, quel sera vraiment le pouvoir citoyen, et puis aussi rappeler à l'ordre, comme je disais, sur la fonction présidentielle. Et dire et souvent ce qui est intéressant, c'est dans nos débats avec d'autres candidats, ce rappel à l'ordre est perçu toujours un peu comme oui vous avez raison mais d'ailleurs je me suis pas positionnée sur la santé parce que j'ai pensé quand même c'était trop. Donc il y a quand même une conscience générale que effectivement normalement la présidentielle n'est pas là où on parle de projet de société, c'est la législative qui est le lieu pour cela. Mais je vais répondre à votre question. Donc un président élu avec notre opposition, ce qui se passerait, c'est la chose suivante. Au lendemain de l'élection présidentielle, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est modifier, donc instaurer le RIC constituant, donc l'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, par une modification constitutionnelle, qui est celle de l'article 89. Donc, pour cela, la première étape, c'est de nommer un gouvernement de transition démocratique. Bon, c'est ce que font tous les présidents qui sont élus, puisque le temps qui sépare la présidentielle, donc le second tour de la présidentielle et le premier tour des législatives, c'est environ 1 mois. Et donc, pour éviter d'avoir un gouvernement qui soit pas aligné avec la nouvelle fonction présidentielle, en général, on nomme un nouveau gouvernement. Et là, l'idée, ce serait d'avoir un gouvernement sans pouvoir, qui n'engagerait pas d'ailleurs sa responsabilité auprès de l'Assemblée. Mais avoir un gouvernement est nécessaire pour lancer la proposition de référendum, puisque un référendum sur la base de l'article 11
le président l'organise, mais sur proposition du gouvernement. Donc, il faut un gouvernement qui soutienne la mesure. Donc, on aurait un gouvernement de transition démocratique constitué, par exemple, de personnes qui ont des engagements sur cette question démocratique, et ce qui permettrait, on va dire, grosso modo, à peu près une semaine après l'élection, d'initier ce référendum, donc de le lancer, de l'organiser. Bien sûr, après, il faut le temps de l'organiser. Nous, l'idée, c'est de le lancer très tôt, puisque c'est la mesure phare. Si un président est vraiment engagé sur cette question du rite constituant, alors c'est la première mesure à mettre en place, puisque c'est la plus fondamentale. Ce qui pourrait se passer, c'est que le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat saisissent la Cour constitutionnelle pour vérifier si la proposition est valide. Ce qui est extrêmement probable, en fait, ce qui va se passer, c'est que la Cour constitutionnelle se déclarera incompétente, comme elle l'a fait à chaque fois que le président a fait usage de l'article 11 pour changer la Constitution, puisque d'ailleurs le texte constitutionnel est très clair, elle est compétente pour traiter des propositions de loi soumis à référendum via l'article 11, mais pas des projets de loi. Et en fait, la différence, c'est qu'un projet de loi est d'initiative gouvernementale, une proposition de loi est d'initiative parlementaire. Mais bon, c'est quand même une possibilité. Donc, le temps aurait couru pour que le Conseil constitutionnel se déclare donc incompétent. Et on aurait, entre-temps, l'organisation des législatives et donc un résultat des législatives qui donnerait lieu à la composition d'un nouveau gouvernement. Espoiric ne présentera pas de candidat aux législatives, conformément à notre philosophie. On ne pense pas qu'il faut qu'un même programme soit défendu par un président et à l'Assemblée. Pour nous, c'est deux types de fonctions fondamentalement différentes. Donc, on aurait un gouvernement qui sortirait de ces législatives, qui n'aurait aucun lien politique avec la fonction présidentielle. Et on estime qu'environ 4 mois après l'élection présidentielle, donc on aurait le référendum sur la réforme de l'article 89 de la Constitution. Et donc ce référendum sur l'instauration du rite constituant, si ce référendum est validé, la proposition qu'on fait, nous, à force exécutoire, tout est écrit dedans, il n'y a pas besoin de loi d'application pour qu'elle soit opérationnelle. Et donc, ça voudrait dire qu'après 6 mois, donc les citoyens pourraient commencer à initier des propositions de révision constitutionnelle. J'ai plusieurs remarques par rapport à ce que vous avez dit, parce que, par exemple, quand Emmanuel Macron a été élu, il a nommé dans la foulée Édouard Philippe, qui est resté, en fait. Donc, il n'y a pas eu de gouvernement provisoire. Et puis, là, en fait, en l'occurrence, le deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est le 22 avril. Le deuxième tour des législatives, c'est le 19 juin. Enfin, ça fait 8 semaines, en fait, entre les deux. Exactement. Et donc, pendant ces 8 semaines, il y aurait simplement un gouvernement provisoire qui gouvernerait pas à proprement parler. Exactement, parce qu'on n'en a pas besoin. D'ailleurs, on le voit dans d'autres pays. Quand on a... le Parlement est suffisant, et le Parlement et le président suffit pour 8 semaines pour gérer ce qu'on appelle... Je suis désolée, j'ai que le mot anglais, ce qu'on appelle le caretaker, c'est l'idée d'avoir vraiment une situation qui soit une situation de transition. Et on n'a pas de nécessité d'avoir un gouvernement qui gouverne pendant ces 8 semaines-là. Mais enfin, là, je suis un peu sceptique aussi parce que, par exemple, donc j'ai regardé les fonctions du président quand même en France. Donc le président de la République, il préside le Conseil des ministres. Il y a évidemment la question de la bombe atomique qui est pas tout à fait dirige qu'il n'a pas seul. Oui, mais enfin il y a 30 000 soldats français qui sont à l'étranger là en ce moment. Il y a des opérations qui sont en cours en Syrie, en Irak, au Sahel aussi. Donc des sous-marins nucléaires qui vadrouillent dans les océans. Et on peut quand même imaginer une parenthèse pendant laquelle finalement il y aurait plus de décisions de prise sur ces sujets-là. Parce que non, il y aurait des décisions, mais ces décisions, on a une commission défense à l'Assemblée nationale. On a des personnes dont c'est le travail dans cette commission de donner des impulsions sur d'écrire des lois. Je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas glisser. Dire qu'il n'y a pas de gouvernement qui gouverne ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises. Ces décisions sont prises par le Parlement. C'est des situations, depuis
bon, la Belgique n'a plus de gouvernement depuis un certain nombre de temps. Les Pays-Bas, où je réside, n'ont plus de gouvernement. Tous les pays qui sont des pays parlementaires, le temps de la formation du gouvernement, les décisions sont prises parce qu'elles doivent être prises. Mais 8 semaines, le Parlement peut décider complètement entre le Parlement en place peut complètement prendre les décisions. Il n'y a pas de nécessité, avec l'appui, bien sûr, du président le cas échéant, mais il n'y a aucune nécessité d'un gouvernement pendant 8 semaines. Et par exemple, les pays ont connu une absence. Donc le président de la République, hein, une fois par semaine, il préside le Conseil de défense et de sécurité nationale. Tout à fait. Ouais. C'est dans ces réunions-là que sont prises les décisions très exécutives, parce que certes, le Parlement continue à travailler, mais c'est sur la préparation et le vote des lois, tout ce qui est très opérationnel est géré par l'exécutif quand même. Oui, mais là, on parle d'une période, je vous dis pas absence de gouvernement pendant plusieurs mois. On parle d'une période de 8 semaines. Une période de 8 semaines, ça veut dire qu'il y a une question qui est gérer les affaires courantes, qui se gère aussi les représentants, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans les administrations aussi, des ministères sont là, sont des gens. En fait, la réalité, on a une vision très en France très attaché à un seul homme, le seul ministre qui décide. En réalité, il décide entouré d'une série de conseillers. Encore une fois, rien ne s'oppose à ce que le Parlement joue ce rôle-là. Surtout parce que, regardez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? Aujourd'hui, on a un Haut Conseil de sécurité et de défense qui gère la question du Covid, et une assemblée qui est reléguée, comme je le disais, à un statut de chambre d'enregistrement. On peut imaginer que la situation sur le Covid dure un peu. On peut imaginer que en 2022, il y ait encore des sujets à traiter. Ces sujets peuvent être complètement traités par le Parlement. N'importe quel parlementaire, le rôle du Parlement, c'est aussi d'édicter la loi et de jouer un rôle extrêmement large dans la plupart des mesures. C'est pas normal aujourd'hui qu'un gouvernement soit tellement actif dans la rédaction de lois. C'est une fonction de type parlementaire. Et s'il y a une situation de crise, s'il y a une situation d'urgence, on a quand même un président en place et qui a mandat pour agir s'il y a une situation de crise. Mais encore une fois, 8 semaines dans l'histoire de la formation gouvernementale, c'est rien. C'est vraiment rien. Et comment est-ce que vous gérez le pouvoir de nomination du président? Parce que donc il nomme tous les ambassadeurs, donc des conseillers à la Cour des comptes, tous les préfets, les recteurs d'académie, tous les grands officiers de l'armée aussi. Alors, il le nomme de moins en moins en propre. Quand on parle de pouvoir en propre, c'est les pouvoirs qu'il exerce seul. Donc, effectivement, vous avez bien lu la Constitution, il y a toute une série de nominations qui relèvent du président seul. Beaucoup sont contresignés par le Premier ministre, donc il faut qu'il y ait quand même accord sur la personnalité choisie. Moi, typiquement, ces pouvoirs de nomination relèvent pour moi de fonctions d'arbitrage, puisque avoir une personnalité aussi indépendante présidentielle qui nomme et qui présente, en fait, les personnes qui sont soumises à nomination, puisque, encore une fois, avec le contrôle citoyen, on pourra imaginer que si une personne qui est nommée, il y a des doutes, par exemple, sur sa probité ou ses conséquences, les citoyens pourront complètement se saisir de ce sujet. Mais pour moi, ça relève vraiment de la fonction d'arbitrage, c'est-à-dire de la capacité à évaluer quel type de compétences et quel type de profils sont nécessaires dans quel poste et qu'on sorte de nominations de type politique, en fait. Ces nominations-là doivent être des nominations qui sont à la compétence et à l'indépendance et à l'engagement aussi dans une série de fonctions. Donc, pour moi, c'est pas du tout incompatible avec des fonctions d'arbitrage du président. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse vous mettre des bâtons dans les roues? Et vous pensez que les difficultés sur le chemin, alors s'il y avait une candidature, donc quelle qu'elle soit, qui porte cette proposition et qui est vraiment un très gros engouement populaire, est-ce que il y a des difficultés qui, pour vous, pourraient arriver? Alors, les difficultés, le problème, c'est que le projet qu'on a, il est extrêmement bétonné légalement et juridiquement. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur des fonctions
d'arbitrage du président, on les connaît, elles sont très encadrées, on sait comment elles se pratiquent dans d'autres pays. Le dispositif qu'on a sur le RIC constituant est tout à fait crédible et le calendrier qu'on propose est bétonné aussi. Donc je vois pas tellement, si vous voulez, des critiques de type c'est pas possible, c'est n'importe quoi, etc. Ça n'arrivera pas. Par contre, le type de bombe qu'on peut avoir si le projet prend, je pense que dans un premier temps, l'intérêt c'est plutôt d'ignorer une candidature comme la nôtre, puisque bon, oui, elle porte un projet radicalement démocratique, mais moins on lui donne d'audience, moins on la met sur le devant de la scène. Je pense que ce qu'on pourrait voir, c'est ce qu'on a vu dans d'autres pays où des mouvements citoyens ont porté des mesures radicales. C'est des campagnes soit de diffamation personnelle, c'est-à-dire où on met en cause la probité du candidat et sa capacité à exercer la fonction, soit des campagnes qui visent à démonter, dire oui, certes, le président est arbitre, mais quand même, alors par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est du parlementarisme, alors que c'est faux, puisque on a une figure présidentielle qui est bien plus forte que quand il est nommé, comme il l'était dans la 4e République. Donc on pourrait avoir des campagnes de type fausse et diffamatoire. D'ailleurs, il faut pas regarder plus loin que ce qu'il s'est passé en 2019 sur la façon dont le RIC a été traité par les médias. Les médias l'ont traité comme une mesure fascisante, venue d'extrême droite, alors qu'elle a été défendue par non seulement tout le champ politique, mais les anarchistes en leur temps. Donc on pourrait avoir une campagne effectivement de désinformation, ça c'est probable. Mais c'est bon signe si ça arrive, ça veut dire que ça prend. Vous êtes penché sur la réaction, par exemple, des marchés financiers par rapport à ce genre de candidature? Si vous voulez, la réaction des marchés financiers, elle m'inquiète pas tellement parce que c'est aussi pour ça quand on décline ce qu'est le RIC et ce que permet le RIC, en fait, les marchés financiers, leur crainte, c'est des énormes coups de butoir. C'est-à-dire l'idée que une fonction change, la totalité d'une politique change. Donc on a quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui remet en cause l'intégralité de ce qu'a fait son prédécesseur. Ça, c'est des mouvements qui sont de type très anxiogène pour les marchés, parce qu'ils se disent, en fait, j'ai quelqu'un que je contrôle pas. Là, des majorités, c'est des mouvements qui sont beaucoup plus lents comme changement, et convoquer aux urnes la majorité sur des changements fondamentaux, c'est aussi la garantie d'avoir un système qui, à long terme, est plus stable, plus inclusif et plus accepté. Aujourd'hui, par exemple, des énormes mouvements sociaux, le système qu'on a aujourd'hui, c'est un système, alors, mis à part le fait qu'on a un banquier à la tête de l'État, et ça, bien sûr, les marchés financiers sont plutôt rassurés quand ils voient une personnalité de ce type, mais ce qui rassure pas, c'est l'idée qu'en France, on peut avoir des mouvements sociaux de grande ampleur, en fait. C'est-à-dire qu'on sait pas, on a une situation qui est très polarisée, très tendue. Le RIC apaise ce climat. Donc oui, il y aura toujours, quand il y a un changement, un nouveau projet, il y a toujours un risque de palpitation, mais bon, c'est une mesure qui est introduite dans plusieurs pays qui sont quand même réputés pour leur stabilité, leur solvabilité. Un des effets très forts du RIC, c'est la limitation de la dépense publique, pas la limitation de la dépense sociale, mais la limitation de projets, ce sont des grands projets d'infrastructures souvent inutiles. Donc il y a beaucoup de raisons de penser que les marchés financiers seraient plus inquiets. Et là, je vais pas parler de politique fiction, même si aujourd'hui, c'est ce que vendent les médias, mais seraient plus inquiets d'une arrivée au pouvoir, par exemple, du Rassemblement national, que d'une arrivée de pouvoir d'une figure qui dit, bon, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est créer un système plus démocratique, plus inclusif, puisqu'on sait qu'à terme, les règles sur ce plan sont plus stables. Par contre, un président qui dit, je vais faire plein de référendums tout le temps, ce qui est pas ce qu'on dit, nous, on parle d'initiative citoyenne, là, oui, ça peut avoir un effet très, très déstabilisant. En fait, je me suis un peu plongé dans les archives en fait, et de la réaction des marchés financiers par rapport aux différents scénarios. En 2017, par exemple, enfin en août 2016, donc
taux auquel l'État empruntait de l'argent à 10 ans, donc sur des obligations, c'était 0,22. Et en fait, en avril 2017, c'était monté à 0,71, donc plus 0,5%, parce que le scénario Mélenchon-Le Pen commençait à devenir envisageable. Et donc, voilà, il y a un article du Monde qui disait si le nouveau président rassure sur sa capacité à réformer notre économie et soutenir la croissance, le spread, donc en fait c'est l'écart entre les taux d'intérêt allemands et français, retombera comme un soufflet, et les taux, notamment grâce à l'aide de la BCE, resteront sous contrôle. En fait, vous avez quand même écrit sur votre site internet que l'Europe s'est fait contre les peuples. Enfin, c'est pas une mesure qui va rassurer ni la BCE ni les institutions européennes. Mais les institutions européennes sont d'accord sur le fait que l'Europe s'est fait contre les peuples, puisque l'idée c'était de dire on obtiendra du soutien au projet européen, pas par l'adhésion populaire, parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une très forte crainte que les populations ne soient pas prêtes à une union supranationale entre des États qui s'étaient fait la guerre. Donc ça, cette phrase en tant que telle, elle dit rien. En fait, elle dit un état de fait. C'est une phrase qui est vraie, c'est-à-dire, oui, l'Europe aujourd'hui ne puise pas sa légitimité, ne souhaite pas le faire démocratique. Par contre, des dispositifs de type référendum obligatoire, c'est-à-dire l'idée que les citoyens puissent s'exprimer sur des dispositions européennes, existent dans d'autres pays qui sont des pays comme l'Irlande, comme le Danemark, qui sont pas des pays du chaos permanent. C'est-à-dire la démocratie en tant que telle, c'est pas quelque chose qui est perçu comme déstabilisateur. Au contraire, parce que plus un grand nombre de personnes décident, plus le pouvoir est dilué, plus les changements sont incrémentaux, progressifs. C'est bien sûr quelqu'un qui se présenterait et qui dirait « Moi, je vais changer toute la Constitution, je sais pas tellement comment, mais on va y réfléchir ». Ça, c'est anxiogène, parce que ce qui est anxiogène, c'est l'incertitude. Aujourd'hui, ces dispositifs de type RIC constituant sont connus, pratiqués dans un grand nombre de pays, si bien que les effets sont quand même très connus. Après, oui, effectivement, tout projet nouveau peut susciter un moment un peu de crainte au début. C'est-à-dire on peut avoir, parce que c'est vrai que c'est pas pour les marchés financiers et pour les multinationales, un RIC constituant, c'est pas une très très bonne nouvelle, puisque dans les pays où il se pratique, c'est aussi des pays où l'économie est basée sur des petites et moyennes entreprises. Donc oui, il faudra convaincre, donc on aura des mécanismes de ce type-là pourraient arriver, mais voilà, comme toute période de transition, elles seront de très court terme, surtout quand en fait la fonction qui va être mise en place est une fonction d'arbitrage, une fonction de dilution des pouvoirs, et les décisions se feront dans de larges majorités très progressivement. On aura le temps de les voir venir, quoi. On ne sera pas dans une logique de rupture sur tous les champs radicales. Je vais citer de tête, et ce sera à vérifier, mais si ma mémoire est bonne, c'est Jean-Claude Juncker qui avait dit il y a pas de démocratie quand il s'agit de s'opposer aux traités européens. Mais donc en fait, l'Europe s'est fait contre les peuples, mais finalement ça convient peut-être très bien à la manière dont le système fonctionne à l'heure actuelle, et peut-être qu'au niveau européen, ils n'ont pas envie que ça change, non ? Ouais, alors la plus forte crainte au niveau européen aujourd'hui, c'est quand même le scénario d'une sortie d'un autre État, c'est-à-dire d'un projet européen qui se délite par sorties successives. Après, on peut pas reprocher à Juncker de jouer sa partition dessus, hein, c'est-à-dire de mettre pression pour dire attention, vous pouvez pas revenir sur l'intégralité des décisions qui ont été prises, comme on disait qu'on ne pouvait pas sortir de l'Union européenne jusqu'à ce que le Brexit ait eu lieu. Donc, il est dans son rôle. La question, c'est vraiment, est-ce qu'il y a la véritable question qui se pose, c'est en fait, Juncker ne dira jamais je m'oppose à une décision de la France qui change sa constitution et qui décide de sortir. Il dira bon voilà, il faut payer, il faut
il va falloir régler la note. Si vous sortez de cette disposition-là, il va falloir négocier. Donc oui, effectivement, l'idée que les citoyens puissent décider peut susciter un peu de questionnement. Et pourtant, Juncker ne s'est jamais opposé aux décisions du peuple irlandais. L'Irlande est un des pays qui a le plus d'options de retrait sur le projet européen, c'est-à-dire qui n'applique pas des dispositions du traité européen parce que le gouvernement était conscient que ça ne passerait pas par référendum. J'ai jamais entendu Juncker attaquer les Irlandais particulièrement. Déjà, il aurait très mauvais jeu de le faire puisque c'est le pays qui vote très régulièrement en Europe sur les dispositions européennes et c'est aussi le pays où le soutien à l'Europe est le plus fort. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est oui, il y aura des voix pour faire peur, pour exprimer, pour dire attention, il y a des sujets sur lesquels la démocratie ne s'exprime pas. Ce qu'il faut opposer à ça, c'est la volonté politique et le bon sens politique. Aujourd'hui, le projet européen risque plus de finir parce que quelqu'un va être élu avec un projet de Frexit que quelqu'un qui dit oui, les citoyens doivent pouvoir s'exprimer sur les questions européennes. Et la prise de décision qui sera ce qu'elle sera peut être dans un sens ou dans l'autre, peut permettre aussi on va dire, faire renouer un peu les citoyens français avec le projet européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une dernière question sur la mise en place très concrète du RIC. Donc, vous avez dit tout à l'heure que pour vous, il fallait atteindre le seuil de 700 000 signatures pour qu'une proposition puisse passer par référendum. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Si je suis simple citoyen, comment est-ce que vous imaginez que je puisse faire connaître ma proposition aux autres ? Alors, il y a différents types. En général, ce qui marche très bien, c'est la combinaison de deux types d'outils. C'est un outil de type numérique. Donc, on pourrait envisager une plateforme qui serait une plateforme gouvernementale qui proposerait... Aujourd'hui, par exemple, on a le site, on a une série de pétitions qui, si elles atteignent 100 000 signatures, si ma mémoire est bonne, elles sont soumises à examen à l'Assemblée. Donc, on a déjà des sites où des pétitions sont présentées. Donc, ça, on pourrait avoir ça. Moi, je crois qu'il faut y combiner aussi en fait, dans des systèmes qui ont le RIC, la campagne se fait de façon très décentralisée. C'est pour ça qu'on utilise des supports papier et des supports électroniques. Qui permettent vraiment d'aller toucher, parce que c'est une campagne de démocratie directe, c'est une campagne qui se fait par le bas en fait, où dans les communes, les citoyens vont porter leurs projets dans différents médias. Après, on peut complètement imaginer, nous, c'est pas une mesure qu'on a, nous on a défini vraiment des règles minimales sur la proposition du RIC, mais les règles bien sûr d'expression qui ont vigueur en termes de campagne électorale pourront faire que le temps de parole du pétitionnaire, par exemple, est respecté. Et on va avoir, on peut être sur un schéma vraiment proche où il y a aussi le gouvernement a une obligation d'information sur les sujets en vigueur avec affichage public des propositions qui sont portées dans les communes et aussi sur Internet avec un texte qui argumente sur les dispositifs qui sont présentés et les présents. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, nous, notre proposition, elle ne choisit pas une voie particulière, mais ce qu'on connaît dans la pratique, c'est que c'est un système très décentralisé avec une combinaison d'outils numériques et d'outils papier qui sont type pétition sur les marchés, collecte, etc. On a deux questions pour terminer l'interview. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le pluralisme ? Le pluralisme, pour moi, ce que ça évoque, alors j'y vois vraiment un lien très fort avec la démocratie directe. Pour moi, c'est deux choses, c'est la capacité d'exprimer une pluralité d'opinions, c'est la possibilité d'exprimer ce qu'on pense sans être être victime de campagnes de diffamation, d'attaques, etc. Et le respect pour la pluralité d'opinions. Donc la garantie que quand on exprime son opinion, cette opinion, elle est prise en compte et elle bénéficie d'une exposition et d'un respect public, d'une prise en compte publique. Et c'est pour ça vraiment que je milite pour la question de la démocratie directe, parce que c'est pour moi l'outil qui permet vraiment à la pluralité des idées de s'exprimer et d'avoir vraiment un canal par lequel les idées sont
entendues, respectées et ensuite soumises à décision. Et alors la dernière question, ça porte plus sur votre environnement intellectuel. Qu'est-ce que vous lisez comme médias? Comment est-ce que vous vous renseignez? Alors moi, qu'est-ce que je lis comme médias? Alors je suis basée aux Pays-Bas, donc je lis un média qui s'appelle régulièrement, qui s'appelle The Correspondent, qui est en fait un média en ligne qui combine à la fois des journalistes d'investigation et des personnalités du monde académique. Donc ça traite de plusieurs sujets, à la fois des sujets de société, des sujets politiques. Je lis aussi, alors je suis grenobloise quand je suis pas aux Pays-Bas. Il y a un journal que je lis très régulièrement qui s'appelle Le Postillon, que vous connaissez peut-être pas, et qui est en fait un journal local aussi qui traite vraiment journal d'enquête local. Je regarde, alors je suis assez fan, il y a des séries de podcasts sur France Culture que j'aime bien regarder. J'aime bien Les Pieds sur Terre parce que je trouve que c'est sympa l'idée de 30 minutes sur un sujet sans intervention des journalistes, et parfois certaines séries LSD, j'aime bien. Je suivrai Le Pluraliste maintenant que je le connais. Quoi d'autre? Il y en a plein. Je suis assez, je passe un peu ça dépend beaucoup du type d'information que je recherche en fait. Ça m'arrive aussi. Bon, je suis prof, donc ça m'arrive et j'enseigne la pensée critique et la critique des médias. Donc je passe aussi beaucoup de temps à remplir ma banque d'exemples en consultant Le Monde, Le Figaro, Libé, etc. Mais j'avoue que oui, au quotidien, je m'intéresse plutôt à des presses d'investigation et alternatives. Très bien. Mais merci Clara Egger pour cet entretien. Merci à vous et merci à tous celles et ceux qui nous ont écoutés, qui nous écoutent. Merci d'avoir écouté l'émission. Le Pluraliste vit grâce à vos dons. Vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. Merci de votre soutien et à très vite.